on vous a demandé de venir, Monique Pont, pour remplacer Jean-Michel Schlup. Ah oui, on adapte. Qui ne pouvait pas faire le déplacement aujourd'hui, qui s'excuse. Vous allez donc nous résumer une étude qu'il a menée. On a beaucoup parlé d'études scientifiques ce matin. Donc là, c'est une première menée dans un centre de dialyse. Tout à fait. À Colmar. À Colmar. Parlez tout près du micro, par contre, sinon on ne va pas vous entendre. Je vous laisse nous expliquer donc, ce qu'il y a dans cette étude et on prolongera la discussion tout à l'heure. Allez-y, oui. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à certains. Donc j'ai le plaisir de vous présenter l'étude menée par Jean-Michel Schlup, que certains et certaines connaissent très bien et qui est apprécié au sein de l'ISTRA aussi comme formateur. Donc Jean-Michel travaille dans la région alsacienne. Et cette étude porte sur les soins de support aux personnes en hémodialyse avec l'association Oral, que peut-être certains connaissent, une association pour l'utilisation du rein artificiel. Donc cette étude s'est déroulée sur l'unité de hémodialyse de Colmar et c'est une première, comme Sabine vient de le dire, une première après une étude qui avait été menée depuis 2012 dans ces établissements pour essayer de mener une procédure assez rigoureuse et définie sur la traçabilité de l'évaluation de la douleur et l'évolution de sa prise en charge dans ces unités-là. Et à ce jour, semble-t-il, aucune évaluation de ce soin de support n'a été proposée encore au profil de ces patients. Pour ma part, je rajoute une petite note personnelle quand j'ai pris cette étude, enfin cette proposition qu'on m'a faite de présenter cette étude. Moi, je trouve que ce qui est plaisant là, c'est que cette étude, elle met en avant et c'est une étude en faveur de l'évaluation et la prise en charge des douleurs provoquées. Ces douleurs provoquées que les personnes qui travaillent dans le soin connaissent très bien et pour lesquelles à ce jour on est bien démunis, et ces douleurs provoquées qui laissent vraiment une imprégnation importante chez les patients, et c'est ces patients qu'on retrouve en douleur chronique pendant plusieurs années et pour lesquels effectivement les stratégies classiques parfois n'opèrent plus. Alors, chaque année, plus de 130 000 dialyses sont réalisées en Alsace et plus de 40% des patients déclarent ressentir une forte douleur au niveau de la fistule et beaucoup d'inconfort, bien sûr, lors de la dialyse. Beaucoup de stress avec tous ces phénomènes psychocorporels et puis ces patients souvent déclarent des troubles du sommeil, un mal-être général. En plus, il faut bien avoir à l'idée, pour ceux qui connaissent peu ou pas du tout, que l'hémodialyse, c'est des soins récurrents avec une fréquence de 3 séances par semaine pendant nombre d'années, beaucoup d'années, pour certains à vie, en attente plus ou moins d'une greffe rénale possible. Donc cette récurrence de ce type de soins douloureux, algiques, augmente cette douleur, c'est ce qu'on peut appeler, et je me permets de l'appeler, ces douleurs anticipatives. Et ce stress anticipatif aussi qui vient se greffer aux douleurs qui sont lors du soin même, lors de la dialyse. L'objectif de l'étude, en fait, il s'agit tout simplement de mesurer la pertinence et les bénéfices de l'expérimentation de la sophrologie en hémodialyse. Une étude simple, comparer la pratique de séances d'hémodialyse avec sophrologie et des séances d'hémodialyse sans sophrologie. Et d'en mesurer les conséquences, bénéfices, tant pour les patients que pour les soignants. Je m'excuse, je lis les notes, puisque cette étude, c'est pas moi qui l'ai menée, donc je vous demande votre indulgence si cette communication se fait comme ça. Alors, une image de dialyse, bon, certains connaissent. Ces dialyses qui sont pratiquées là sont classiques. C'est des dialyses avec une biponcture
un cathéter pour la veine, un cathéter pour l'artère. C'est la récupération de sang, filtration dans une machine qu'on appelle un dialyseur et restitution aux patients du sang épuré. D'accord ? Cette dialyse s'effectue avec des cathéters de gros calibre, ça c'est important, 14 ou 16 gauches, ce qui est assez agressif. Et en principe, c'est en brachial, comme vous le voyez sur la diapositive. Alors, la méthode qui a été utilisée, tout d'abord, la sélection des patients. C'est sur un échantillon de 30 patients. D'accord, c'est une étude qui s'est faite sur 6 mois. Hommes-femmes, moyenne d'âge 65 ans, de 35 à 76 ans. Bien évidemment, les patients étaient d'accord d'avoir cet accompagnement sophrologique et il fallait bien vérifier la langue, la communication. Donc les personnes qui ne maîtrisaient pas beaucoup le français ne pouvaient pas rentrer dans cette étude. Vous le comprenez. Cette étude avait 2 phases. Il y avait un audit soignant, un audit patient. Donc avec ces audits, sous forme de questionnaire, il y a eu un recueil de données qu'on peut appeler subjectives, qui sont quand même intéressantes, même si elles sont subjectives. C'est souvent ces informations subjectives qu'on a tous dans nos pratiques. Donc c'était, comme vous pouvez le voir sur la dia, je crois, ouais, c'est ça. Appréciation générale de la pertinence de la sophrologie en hémodialyse, la valeur ajoutée de la sophrologie. Et pour les soignants, la plus-value de la sophrologie dans la pratique professionnelle pour un soignant. Et pour les patients, il y avait aussi ce questionnaire sur par rapport à la douleur, par rapport au stress, quel avantage, quel bénéfice, et puis aussi quel bénéfice global de cet accompagnement sophrologique. Peut-être une relation différente, une ambiance d'équipe différente, des postures modifiées des uns ou des autres, soignants ou patients. Et puis, il y a eu bien sûr un recueil de données objectives. C'est ces données objectives qui parfois sont difficiles à avoir, et parce qu'en médecine, il faut l'evidence-based médicale. Et là, c'est pas ceci, parce que c'est pas des études qu'on peut faire en double aveu, sans que le soignant ou le patient sache ce qu'on lui fait, etc. C'est impossible. Donc, pour objectiver le bénéfice, l'indicateur qui a été retenu est la mesure de la fluctuation périodique de la mesure de la fluctuation périodique de la variabilité cardiaque. Certains connaissent, c'est un indicateur qui est connu en cohérence cardiaque, qui permet précisément d'apprécier l'état d'équilibre physiologique, physique, mental et émotionnel de la personne. Donc un indicateur connu qui est facile à relever avec un capteur de pouls, d'accord, et qui est relié à un appareil, à un logiciel de biofeedback. Et là, ce qui a été utilisé par Jean-Michel, c'est l'EM-Wave, d'accord, que certains connaissent certainement plus que moi en tous les cas. Si vous n'avez pas cet outil, d'accord, il y a aussi les dialyseurs qui nous donnent beaucoup d'informations sur l'état physiologique du patient. Tous les patients ont eu un accompagnement sophrologique et cohérence cardiaque. D'accord ? Tous les patients avaient ces 2 propositions. La cohérence cardiaque, si j'ai bien compris, c'était pour lancer au départ. C'était 6 respirations minutes pendant 5 minutes. Et la sophrologie, donc, était une proposition sophrologique, bien sûr, assez basique. La sophrologie était proposée en amont de la ponction, avant que l'infirmière pique le patient, au moment de l'installation du patient sur le fauteuil, donc c'était ancrage, ici, maintenant, pendant la ponction et pendant les premières minutes de dialyse. D'accord ? C'était des propositions, bien sûr, de respiration, de convoquer son image ressource, de visualisation agréable, et en fonction de l'évolution des patients, ça pouvait être de la futurisation qui était proposée. Ces séances de sophrologie duraient à peu près 45 minutes par patient. Alors là, il y a une illustration justement de ces enregistrements dont j'ai parlé juste précédemment. Et donc sur la première partie de la dia, en haut, c'est
un recueil de données physiologiques sans accompagnement sophrologique, et en dessous c'est avec, où on voit qu'il y a une régulation de cette fluctuation, beaucoup plus de cohérence, c'est le cas de le dire, et ceci, on obtient ça après 2 minutes, simplement 2 minutes d'une pratique respiratoire. Et si on poursuit cette proposition respiratoire différente avec un accompagnement sophrologique ou cohérence cardiaque, eh bien ces effets sont potentialisés. D'ailleurs, dans la littérature scientifique à l'heure actuelle, on peut trouver tout à fait ce genre de données également. Ce qui était intéressant aussi à observer, c'était qu'avec cet accompagnement sophrologique, eh bien aussi la filtration était de meilleure qualité. Donc ça, c'est un bénéfice extraordinaire pour les patients qui, au cours d'une dialyse, eh bien, il y a des dialyses qui se passent plus ou moins bien. Et du coup, plus l'épuration est efficace, plus le patient se trouve mieux après et a un bénéfice. Et puis, si on regarde un petit peu plus sur les données objectives, donc ça c'est un raccourci beaucoup de toute l'étude de Jean-Michel. La sophrologie donc contribue à améliorer le niveau général du bien-être des patients de façon très satisfaisante pour 75% et 25% de façon satisfaisante. C'est-à-dire que 100% des patients ont eu une amélioration satisfaisante ou très satisfaisante avec cet accompagnement sophrologique. Ces données aussi, elles permettent de relever que la réduction des douleurs et du stress a été aussi significative. 62% des patients le révèlent et contribue aussi cet accompagnement à améliorer l'environnement global de la dialyse, l'ambiance, la communication, les émulations entre soignants, patients, la qualité de la prise en charge globale. Donc avec un bénéfice réel. En conclusion, bah oui, la sophrologie en unité d'hémodialyse est particulièrement pertinente, mais l'accompagnement sophrologie est absolument pertinent, l'accompagnement de toutes les pathologies chroniques, c'est une évidence pour nous, il faut la prouver, ce qui est peut-être parfois plus difficile auprès de certaines autorités. Cette approche est très bénéfique pour le patient. Elle contribue bien évidemment à son mieux-être, bien-être et une meilleure qualité de prise en charge globale. Mais elle est aussi très intéressante pour les soignants. Cette posture, cette relation patient, cette relation modifiée plus peut-être empathique ou cette empathie qui existe de toute façon chez les soignants. Mais quand il y a moins de stress chez le patient, il y a moins de stress chez les soignants. Quand il y a moins de stress chez les soignants, il y a moins de stress chez le patient. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est aussi cette procédure, cette méthode, c'est aussi dans le même sens que ces démarches d'éducation thérapeutique que l'on se doit maintenant de plus en plus en accompagnement des pathologies chroniques. Donc ça va dans ce même sens de cette éducation thérapeutique du patient. Et ce que je souhaite soulever, c'est que là c'est une proposition d'antalgie anticipative, simple, reproductible et qui allonge très très faiblement le temps réel du soin, très faiblement, avec un bénéfice patient-soignant immédiat, on l'a vu, et à long terme. Et ceci de manière significative sur la gestion du stress, des douleurs et la meilleure épuration. Ce type de projet participe pour moi à une réelle démarche d'amélioration de nos pratiques professionnelles, ce que l'on doit à nos patients chaque jour. Comme axe d'amélioration, ben oui, on a tous envie de dire il faut un sophrologue par patient et par séance d'hémodialyse ou par soin de ce type. Oui, bien sûr, mais déjà s'il y avait un sophrologue une journée sur une unité de dialyse, ça serait déjà bien. Parce que Jean-Michel, autant que je me souvienne de ce qu'il m'a transféré comme information, lui, il était 3-4 heures dans la journée, d'accord ? Donc, bien sûr qu'on souhaiterait plus de sophrologues dans ces unités de pathologie chronique.
Et puis, effectivement, quand il y a une démarche type sophrologique dans une unité de soins ou dans un contexte autre, pareil, c'est que tout le monde joue le jeu. C'est que l'ambiance générale soit plus apaisée, qu'on essaie d'utiliser du matériel avec moins de bruit, etc. Que tout le monde joue ce jeu de plus soft. Voilà. Et je voulais vous dire aussi, excusez-moi, que ce sujet a été retenu par la Société française de néphrologie, a été présenté sous la forme d'un poster au congrès de Lille début octobre, qu'il est traduit, ce poster, en allemand, ce poster sera présenté à Berlin, je ne sais pas quand et où exactement, mais que donc il a été retenu par la Société française de néphrologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monique. Je vous invite à rester sur le plateau. Installez-vous dans les fauteuils. Vous allez continuer à participer à la conversation. Et on écoute. C'est une névralgie qui atteint toutes les parties du bassin et ça nous empêche de nous asseoir. D'accord. La première année, j'ai mangé pratiquement pendant un an à genoux à côté de mes enfants parce que je ne supportais pas du tout la position assise. Voilà, dès que j'en fais un peu trop, dès que je m'écarte un petit peu, dès que je suis trop tendu, la douleur me rappelle régulièrement l'ordre. Donc c'est à ces moments-là que j'utilise la sophrologie pour arriver à me détendre et puis arriver à détendre notamment mon ventre, puisqu'on travaille sur le souffle quand on travaille en sophrologie et quand on a mal au bassin, on se crispe au niveau de cette zone-là, donc ça permet de prendre conscience que le souffle est quelque chose d'important et quand on arrive à se détendre au niveau du ventre, on arrive à détendre beaucoup de zones de son corps, donc dès que j'ai mal, dès que je suis douloureux, j'essaye de prendre conscience que j'ai un outil qui me permet de passer ces caps-là. Enfin, le temps qui nous est consacré pour discuter de notre maladie est souvent très court, on a l'impression de ne pas forcément être entendu. La sophrologie, elle nous permet d'expliquer à quelqu'un de confiance ce qu'on ressent au niveau des douleurs, nos craintes, nos crispations, voilà, tout ce qui entoure la maladie. Et on m'a proposé de l'hypnose. Donc j'en ai fait un petit peu. Bon, ça ne m'a pas spécialement convenu, c'était bien, mais j'ai senti que c'était pas ça qu'il me fallait. D'accord. Et ensuite, la chef de service m'a proposé la sophrologie. Et j'ai dit oui tout de suite. Donc du coup on a commencé une séance toutes les deux et ça a été un pur bonheur. Alors la sophrologie m'a apporté le lâcher prise. Voilà, pendant une heure, les exercices, votre voix m'a permis vraiment d'être vraiment en osmose avec moi-même, de ne plus sentir les douleurs pendant une heure. Et prendre aussi conscience que j'étais une belle personne et j'ai appris à m'aimer et de là, petit à petit, je me suis sentie mieux. Tous les jours, le matin au lever, quand je suis fatiguée ou anxieuse ou quand j'ai mal, je fais certains exercices que vous m'avez appris. Et ça c'est très important, il faut toujours le faire en fait. Il faut toujours le faire. Dans mon cas, la sophrologie a été très importante, donc c'est vraiment un relais à la médecine classique. Moi, ça m'a vraiment transformée. Donc, normalement, je pense que ça devrait être un peu plus accessible, ça devrait être remboursé par la Sécu. Et quand j'ai voulu revenir à un moment donné, vous revoir, et on m'a dit qu'il y avait une liste d'attente et que franchement, ça se trouve, j'aurais jamais eu de rendez-vous, donc voilà. Et c'est vrai que le côté financier, de venir en cabinet privé, dans les médias, c'est pas très accessible pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas. Mais il a toute sa place.
le fait d'associer la sophrologie plus le psychologue, c'est important. Le psychologue, c'est la tête, c'est apprendre à parler, à nous écouter. La sophrologie, c'est apprendre à gérer la douleur, apprendre à écouter son corps. Et d'avoir les deux, c'est très important. Et le fait aussi que d'avoir... L'hôpital m'a proposé que 5 séances, c'est pas suffisant du tout. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est bien de d'avoir la psy et de discuter, mais si on n'a pas de suite derrière, si on n'a pas d'aide derrière, on aura toujours mal au fait. La douleur sera toujours là. Qu'avec vous, on arrive à la gérer et à la comprendre. Et ça, c'est important pour le corps et puis là-dedans, en fait. Je vais rajouter. Merci à Mme Touron qui m'a écoutée, qui a compris que j'avais une fibromagie, qui a mis un nom dessus, à Ophélie bien sûr, qui m'a écouté, qui ne peut pas toujours être facile, et puis à vous, qui m'a aidé à comprendre ma douleur, à gérer ma douleur, et puis vous êtes vraiment sympa. Merci. Vous aussi, Corinne. Someday you'll understand. Meaning of your life. Alors, je précise que moi, j'ai envie d'applaudir les patients qui s'expriment. Donc, Natacha, s'il vous plaît, si vous pouvez les remercier pour leur témoignage de notre part à tous, parce que spécialement après qu'on ait entendu les propos du docteur, vous m'entendez bien ? Du docteur Eric Manceau. Il y a un petit retour ? D'accord. Après les résultats de l'étude que vous nous avez livrée, je trouve que c'est très touchant de les entendre, eux, les patients, s'exprimer et dire avec leurs mots ce que la sophrologie leur a apporté. Docteur Tournon, je voulais vous demander à vous, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit... Oui, maintenant je travaille avec une sophrologue dans mon équipe. Ça n'a pas toujours été le cas, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez changé d'avis? Et pourquoi vous travaillez avec une psychologue et une sophrologue? Normalement, ça marche bien. Bon, très bien. Alors, il y a 4 ans, ça va là? Non. Est-ce que vous nous entendez bien? Ok. Bon. On corrigera ça. On a un petit problème de retour, nous, ici, ça nous grésille un peu dans les oreilles. Mais si vous nous entendez bien, c'est l'essentiel. Alors, il y a à peu près 4 ans, 4-5 ans, hein, je crois, non, mais avant, on avait Sophie. On a une sophrologue qui s'est présentée spontanément sur la consultation douleur. À l'époque, je n'étais pas responsable de l'unité. Et le collègue qui en avait la charge, lui semblait connaître ce que c'était que la sophrologie. Moi, je n'avais vraiment aucune idée de ce que ça pouvait être. Et puis, bon, il y a 3 ans, Natacha a intégré notre équipe sur le départ de l'ancienne sophrologue. Pour moi, au départ, c'était une... Alors, on est d'accord, je ne savais pas ce que c'était, ne me lancez pas les affaires que vous avez dans les mains. Voilà. Je vous protège. J'ai une famille. Moi non plus, je ne savais pas trop il y a j'ai des gens que j'aime. 15 jours, 3 semaines. Pour moi, c'était une technique de relaxation. Et je me disais, nos patients douloureux, ils ont besoin d'être accompagnés et voilà, de se sentir mieux dans leur vie, mieux dans leur peau et d'être moins envahis par leur douleur. Donc on va les envoyer de se relaxer, ça sera très très bien. Et puis, l'expérience que j'ai eue avec les patients que j'ai confiés ces dernières années à Natacha, c'est que j'ai un retour de ce qui se passe. Et surtout, j'ai une vision sur un plus long terme. Et il se trouve que... Un patient douloureux, c'est ce que je vous avais expliqué. La douleur, c'est un phénomène neurologique complexe. C'est un phénomène où vous avez une composante sensorielle, ça c'est ce que vous ressentez. Vous avez une composante qui est émotionnelle et qui est indissociable. Vous avez une composante qui va être cognitive et une composante comportementale. Et pas toujours reconnue par le patient, en revanche. Et la composante émotionnelle n'est pas toujours reconnue par le patient, alors que quand on le reçoit avec toutes les analyses que l'on fait, on a des tas de grilles, etc., on se rend bien compte qu'il y a une anxiété, on se rend bien compte qu'il y a des fois des dépressions. Mais le patient, sa demande, c'est « entendez ma douleur, écoutez-moi, j'ai une douleur, et cette douleur, elle n'est pas dans ma tête ». Donc ça se fait écho à ce que disait le docteur Eric Monceau tout à l'heure, écoutez-moi. Voilà. La douleur, elle n'est pas dans ma tête. J'ai beau leur dire à chaque consultation, oui, mais si je vous coupe la tête, vous n'aurez plus mal au dos.
mais ils ne comprennent pas la blague, donc on arrête là. Hein. En même temps... Pourtant, elle est claire, mais bon, bref. Et cette composante émotionnelle, tant qu'on ne l'abordera pas, tant qu'on ne la prendra pas en charge, tant qu'on n'accompagnera pas le patient sur cette composante-là, on n'améliorera pas sa douleur. Ça vous dites même les traitements médicamenteux ne suffiront pas à prendre en charge cette douleur. On n'a jamais traité une émotion avec des antiépileptiques. Même les antidépresseurs ne sont pas suffisants. Mais par contre, ce que je voulais vous demander alors, donc je comprends, il y a cette composante émotionnelle à prendre en charge, mais dans votre équipe, vous travaillez avec une psychologue et une sophrologue. Pourquoi les deux? Parce que ma sophrologue, c'est... Ma sophrologue, elle dit le médecin. C'est la nôtre. La sophrologue de l'équipe, c'est une clé. Elle est une clé qui va permettre de déverrouiller une situation émotionnelle complexe dont le sujet n'a pas conscience. Et elle va permettre de l'aborder après avec la psychologue. Ça, je leur laisserai la possibilité d'en parler. Justement, alors Ophélie Cooperman, vous me disiez, parfois certains patients ne veulent pas entendre parler de cette composante émotionnelle de leur douleur et ils ne sont pas prêts du coup à aller voir un psy, et c'est là où l'approche sophrologique peut vous aider. Oui. Ce que vous avez constaté, en tout cas, de votre expérience. Oui, c'est vrai que parfois, avec les patients, on sent qu'ils ne sont pas prêts, en tout cas, à pouvoir parler de leur vécu, de leur histoire, de la douleur même dans leur histoire. Et parfois, c'est un bon moyen aussi on va dire de pouvoir travailler avec eux quand ils vont voir Natacha en premier, ou parfois en deuxième, mais en tout cas, ça aide à prendre conscience aussi un peu de leur douleur, qu'après, moi, je peux retravailler avec eux dans un deuxième temps, par exemple. D'accord, ça leur permet de comprendre un principe, de commencer à aborder par une approche corporelle, et du coup, s'ils sentent que les verrous sont encore là, pouvoir approfondir le travail avec vous. Du coup, les patients font un petit peu la navette entre vous deux. C'est ça. Et au final, je trouve qu'on l'entend très bien aussi dans la vidéo qu'on a vue juste avant, parce que les patients, ils arrivent aussi à comprendre l'intérêt de la sophrologue et de la psychologue, et ils arrivent bien à voir que c'est une approche plutôt complémentaire, qui est assez différente parfois non, on a aussi des points communs, mais en tout cas, ils arrivent bien quand même à dissocier les deux professions. Et ça, c'est important aussi, et je trouve qu'on le voit bien là sur... Pour eux, il n'y a pas de confusion. Non. Du coup, en fait, pour eux, il n'y a pas de confusion. Et ils y trouvent des bénéfices. Alors, du coup, Natacha, je voulais vous demander, je vais parler de la sophrologue en dernier, enfin, la sophrologue du docteur Tournon. On comprend bien, ne serait-ce que par le témoignage des patients et vos propos, l'intérêt de la sophrologie dans la prise en charge de la douleur. Mais du coup, alors c'est très étonnant ce que vous nous avez raconté, il y a une sophrologue qui s'est pointée spontanément à l'hôpital en disant « je peux aider ». Vous, comment est-ce que vous êtes entrée à l'hôpital, Natacha ? En fait, c'est parti d'une discussion entre amis. Une amie qui était sophrologue à l'hôpital, au poste que j'occupe, et qui désirait devenir artisan, donc reconversion professionnelle. Et moi-même, je travaillais pour l'industrie pharmaceutique depuis 25 ans, dans bon nombre de domaines thérapeutiques, comme la neurologie, d'où ma connaissance, mais pas que. La pneumo, la cardio, bon nombre de domaines. Ce qui m'aide aujourd'hui, d'ailleurs, pour la prise en charge du patient, dans la façon de comprendre la pathologie, au passage. Et puis, de cette discussion est née... moi, j'avais envie d'être thérapeute, j'avais envie de me reconvertir, et du coup, elle m'a proposé de venir passer un instant avec elle. Et j'ai eu un coup de cœur pour la profession, quoi. C'est vraiment ce qui s'est passé. Mais la profession exercée dans le milieu hospitalier. Oui, c'est-à-dire qu'elle m'a emmenée avec elle à l'hôpital. D'accord, mais elle travaillait dans ce centre antidouleur. Absolument. Ah, mais c'est elle qui était venue spontanément. Absolument. D'accord, et vous l'avez du coup remplacée. La passation ne s'est pas faite aussi simplement que ça. Hein. Alors justement, j'allais vous demander comment on s'intègre dans l'hôpital et dans une équipe avec d'autres compétences professionnelles. Alors la passation n'était pas simple parce que d'abord ce n'était pas le même chef de service. À l'époque c'était un autre médecin. C'était pas votre médecin à vous, parce qu'on sent qu'il y a un lien très fusionnel. Hein.
C'est vrai qu'on s'apprécie beaucoup, on travaille très bien ensemble et c'est important. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Corinne, je voulais que Corinne sur la fin de ma vidéo, la pertinence quand elle dit merci à l'équipe, c'est vrai que c'est le travail d'une équipe et c'est important de le souligner. Votre question, c'était... L'intégration à l'hôpital. Voilà, l'intégration à l'hôpital. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui quittait l'hôpital est partie 1 an avant que je n'arrive. Donc moi, j'étais en train de terminer mes études. Mais avant de partir, elle m'avait présenté à la DRH. Cela dit, la DRH, ce n'est pas l'équipe médicale. Et la DRH à l'hôpital, ce n'est pas forcément la personne qui va vous recruter sans avoir eu en amont la certitude que vous puissiez être intéressante dans les services. D'accord, donc la DRH, elle vous dit bienvenue, mais le vrai baptême du feu, c'est quand on travaille avec les équipes soignantes. C'est pour ça que... Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier médecin? Est-ce que l'accueil est facile? Est-ce que la sophrologie est reconnue, légitime? Est-ce que c'est facile d'entrer à l'hôpital? Parce que quand on vous entend, on a l'impression que il est évident que vous avez votre place dans ce centre antidouleur. Est-ce que du coup, c'est facile? Non, c'est pas si simple, évidemment. On en est aux prémices. Voilà, simplement, nous sommes des pionniers, je pense, voilà, d'où ma présence ici, sinon je ne serais pas là à vous en parler, je pense déjà. Mais quand on m'a demandé de venir ici pour en parler, c'est bien parce qu'en effet, c'est encore à faire, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Alors, j'en ai entendu une dans la bouche du docteur tout à l'heure. Je ne savais pas du tout ce qu'était la sophrologie, une méthode de relaxation. Donc, il y a déjà une forme d'ignorance, tout simplement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre difficulté à surmonter? Donc, ça veut dire communiquer sur votre métier. Qu'est-ce qu'il y a comme autre difficulté concrète qu'il a fallu surmonter? De diplôme d'État. On peut être sophrologue, enfin je veux dire, vous savez bien, enfin voilà, c'est une profession qui nécessite une reconnaissance et puis il n'y a pas de validation scientifique. Moi, je viens du domaine scientifique. J'ai bossé pendant 25 ans à remettre des études aux médecins. Je sais ce qu'ils attendent, je connais leur langage, je sais comment accéder aux médecins. Donc c'est cette démarche-là que j'ai eue naturellement parce que je sais faire auprès du médecin de l'époque. Je travaille également au centre d'addiction de l'hôpital. Hein. Je ne travaille pas qu'au centre d'antidouleur. Absolument. Et du coup, j'ai ce savoir-parler parce que c'est mon job à la base qui m'a permis de pouvoir prouver quelque part l'intérêt de cette démarche de par ma connaissance des pathologies. D'accord. Vous connaissiez un petit peu, donc vous connaissiez le milieu, vous connaissiez le monde des médicaments, donc vous aviez un langage qui était compréhensible par les gens que vous avez rencontrés. Oui. Est-ce que vous confirmez, docteur, que le fait de voir quelqu'un qui arrive avec un diplôme dûment estampillé ou des données scientifiques, ça vous aurait rassuré plus tôt? Ça vous aurait convaincu plus tôt qu'il y a 3 ou 4 ans? Alors, les données scientifiques, certainement. Vous savez que maintenant, on est dans une nouvelle approche de la médecine, une nouvelle ère de la médecine, qui est la médecine des évidences. Évidence au terme anglo-saxon, c'est-à-dire la médecine des preuves. Donc, il faut que ce que l'on va utiliser pour soigner nos patients soit validé par des études avec des résultats qui vont être significatifs. Et les meilleures études sont des études qui sont réalisées en double aveugle, c'est-à-dire non seulement le patient ne sait pas quel traitement il reçoit, mais surtout le médecin ou en tout cas le thérapeute ne sait pas quel traitement il va donner à son patient. Mais est-ce que c'est possible de l'appliquer à la sophrologie? Eh bien justement, avec la sophrologie, c'est impossible. Bah oui. On l'a réalisé, il y a eu des études, par exemple pour l'acupuncture, qui est aussi une discipline qu'on essaie d'utiliser de plus en plus, notamment dans les soins antidouleurs, mais aussi en cancérologie. Le problème, c'est que le thérapeute, lui, il sait s'il pique sur un méridien, sur un point d'acupuncture, ou s'il pique à côté. Donc, on ne peut pas avoir un double aveugle dans ces études-là. Mais alors, est-ce que des témoignages comme ceux qu'on a entendus tout à l'heure, qui ne sont pas scientifiques, hein, c'est subjectif, ou des études comme celle de M. Schlupp rapportée par Monique Pont, et celles qui sont publiées et qui vont l'être par le GES, qu'on a entendu ce matin, est-ce que ce type d'études, malgré tout, peut convaincre
les médecins, alors vous l'êtes, mais vos collègues, de faire entrer la sophrologie dans l'hôpital? Alors, il y a certaines personnes qui seront convaincues et qui vont l'accepter, puis certaines personnes qui les récuseront un peu moins. de manière systématique. Mais comme on le voit pour d'autres spécialités qui se retrouvent face aux mêmes difficultés. Voilà. L'ostéopathie, l'acupuncture, etc., on a les mêmes difficultés avec ce genre de spécialité. Les psychologues aussi, il n'y a pas si longtemps. On pourrait presque dire que vous avez un petit peu ouvert la voie aux sophrologues à l'hôpital. Ophélie, on commence à rencontrer des psychologues à l'hôpital, mais c'est pas encore très fréquent. Et vous me disiez, au début, le personnel soignant ne comprend pas ni à quoi je sers, ni comment je travaille, j'ai pas de bureau. Voilà. C'est exactement ça, et je pense que effectivement c'est un peu la même chose maintenant pour les sophrologues et pour les. Mettez bien le micro sur votre menton pour qu'on vous entende bien. Voilà, c'est super, c'est mieux. impeccable. Du coup, je disais, effectivement, pour les psychologues, on a un peu vécu ça et on le vit encore parfois. C'est-à-dire que l'équipe avec qui on travaille, c'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est pas vraiment quand on est là, pourquoi on est là. Parfois même au sein même de l'hôpital, on n'a même pas de bureau. Enfin, du coup, on se demande finalement quelle est ma place. Et cette place-là, je pense que voilà, les sophrologues, vous êtes aussi un petit peu dans ce questionnement-là. C'est-à-dire que, oui, il y a des sophrologues qui veulent rentrer à l'hôpital, travailler à l'hôpital, mais parfois c'est l'hôpital qui a un peu de mal à comprendre ce que fait le sophrologue. Donc au final, c'est compliqué d'allier un peu, on va dire, la direction de l'hôpital, l'équipe avec laquelle on va travailler dans le service, et puis que le sophrologue est suffisamment bien dans ses baskets pour aussi affronter ce monde qui est un peu inconnu pour l'instant dans ce domaine-là. Alors oui, Natacha, compléter. Et ce qui est important, ce que vous dites, ça veut dire que vous, psychologue ou vous, sophrologue, vous devez vous sentir totalement légitime dans votre démarche quand vous rentrez dans l'hôpital. Sinon, vous pouvez vous sentir un peu inconfortable. Pour aller dans ce sens de ce que vient de dire Ophélie, je me suis bataillée 6 mois pour que ma profession sophrologue apparaisse sur ma feuille de paye tout de même. Vous étiez déclaré comment alors? Agent administratif. Agent administratif? Oui, parce que voilà, ça n'existe pas. Ça n'existait pas dans l'ordinateur, il n'y avait pas sophrologue. Il n'y avait pas le tiroir. C'était pas dans la grille. Il n'y a pas, je sortais pas, j'étais hors cadre. Donc je me suis bataillée pour l'avoir. Mettez bien le micro sur votre de menton. manière vraiment à pouvoir faire valoir ma place. Ah oui, vous êtes vraiment pionnière alors. Vous êtes vraiment pionnière comme agent administratif, devenu sophrologue en 6 mois. Oui, oui. D'accord. Et pourtant, l'apport pour les patients, encore une fois, docteur Tournon, vous aujourd'hui, vous ne vous passeriez plus ni de la psychologie ni de la sophrologie, après l'avoir expérimenté. Non, c'est évident. La psychologie, on avait une psychiatre, on avait une psychologue depuis le départ, puis une psychiatre, et puis la psychologue est revenue. Maintenant, on est riche, on a un psychiatre, une psychologue, une sophrologue, vous avez plein d'agents administratifs. Plein d'agents administratifs. Donc voilà. Moi, ce qui m'a convaincue, parce que finalement, je ne vous ai pas dit ce qui m'avait convaincue du bien fondé de l'intervention du sophrologue auprès des patients, c'est que mes patients, je les prends en charge comme j'ai appris à le faire, comme nos recommandations dans nos sociétés savantes sont définies, sont posées. Et je me suis rendu compte que mes patients s'amélioraient, sont des patients qui petit à petit reviennent dans la vie. Parce qu'un patient qui est douloureux chronique, c'est sa douleur qui cristallise sa vie. Sa douleur, elle est au centre de sa vie, et lui, il n'a plus la possession de sa vie. Donc, il est presque l'objet de sa douleur, alors que sa vie ne lui appartient plus. Déjà, ils reprennent goût à la vie, ils reprennent le sens de leur vie. Ils inscrivent leur douleur dans leur histoire de vie, ils lui donnent un sens. Et ça, c'est super important. Sans psychologue et sans sophrologue, on n'y arrive pas. Et puis, moi, quand j'arrive à diminuer des traitements comme de la morphine, des antiépileptiques, des tas de médicaments dont la preuve n'est plus à apporter qu'elle peut faire quelque chose dans certaines douleurs chroniques, et que j'arrive à diminuer les traitements et que les patients arrivent à vivre bien avec une amélioration sur les échelles de qualité de vie, les échelles d'anxio-dépression auxquelles on les soumet régulièrement, je dis il n'y a pas de raison de s'en passer. C'est bon pour eux. Voilà. Merci.
c'est dur de rebondir derrière vos propos, qui sont un petit peu émouvants aussi pour tous ces patients. Du coup, je reviens à vous, Natacha. Donc vous disiez, oui, c'est pas si facile que ça d'entrer dans l'hôpital, mais allez-y, hein. Dans l'hôpital, on a besoin de vous. Oui. C'est pas si facile. Donc il y a des problèmes administratifs. Il y a, confirmé par Ophélie, un personnel à convaincre. Et alors, vous disiez aussi, ce qui est intéressant, c'est que, alors, vous n'avez pas le même avis toutes les deux. Ophélie dit, on n'est pas obligé de connaître l'hôpital avant d'y mettre le pied. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire, on peut apprendre sur le tas. Vous, Natacha, vous avez tendance à dire, c'est quand même mieux de disposer d'un petit peu d'expérience. En tout cas, c'est votre chemin à vous. Et même, vous dites que dans les formations, ça pourrait être intéressant d'orienter les sophrologues vers des spécialités. Oui, je pense qu'il faudrait en effet approfondir la formation pure hospitalière, le sophrologue hospitalier. Peut-être que ce qui expliquerait éventuellement le fait que pour Ophélie c'est moins indispensable que pour moi que de connaître la structure, c'est que Ophélie en tant que psychologue est déjà reconnue à l'hôpital, ce qui n'est pas... Oui, elle n'est pas agent administratif, c'est déjà fait depuis quelques années. Et ça change tout. Ça change tout. Voyez bien le... D'accord. Voyez, et je pense qu'elle est là la différence, et elle est fondamentale. Après, vous me demandiez... Vous disiez au niveau des formations que ça pourrait être intéressant, ou de réfléchir en tout cas, oui. à des spécialisations, avec des sophrologues qui soient formés davantage pour l'hôpital, d'autres pour l'entreprise. On va parler de sport et santé demain, donc ça m'influence dans ma question. Oui, je pense que c'est important. Pour connaître le milieu dans lequel on va évoluer. Bon, je veux dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sincèrement, quand j'ai débarqué à l'hôpital, je venais juste d'avoir mon diplôme, donc j'ai profité d'une chance phénoménale. Voilà, j'étais juste à ma place, hein. Et donc du coup, la pratique, patient après patient, mais ça n'a pas toujours été simple. Il a fallu faire preuve d'une énorme adaptabilité, surtout que les patients douloureux de l'hôpital du centre antidouleur n'ont rien à voir avec des patients douloureux de ville, puisque je travaille également en cabinet, que j'ai également des patients douloureux de ville qui viennent, et Véronique ne me contredira pas en disant cela, hein. C'est que ce sont des patients qui ont vraiment vécu un parcours du combattant, avec une sensation de rejet, d'incompréhension, une perte de confiance en soi, une perte de confiance de l'entourage qui finit par douter. Vous voyez, ils sont perdus, ces patients. Je ne sais plus laquelle de vous trois me disait en préparant cette table ronde, quand les patients arrivent chez nous après un parcours très long, c'est pas leur dossier qui dépose notre bureau, c'est leur vie. Oui. Absolument. Et il faut avoir une écoute, une empathie, une bienveillance, se mettre au service complètement de l'autre, quoi. C'est de cœur à cœur. Mais du coup, est-ce que la rencontre de tous ces patients dans ce centre antidouleur, où pendant quelque temps vous étiez agent administratif, parce qu'il fallait quand même supporter... Non mais j'y reviens, c'est pas tellement... Là on le dit en souriant, j'y reviens, mais parce que ça veut dire que vous êtes resté quand même. Et vous auriez pu dire, bon bah écoutez, non, moi j'ai pas envie d'exercer mon métier, dans ces conditions-là je m'en vais. Or vous êtes resté, je me souviens, je vous avais demandé, mais pourquoi vous êtes resté? Et vous m'avez répondu, parce que ces patients nourrissent aussi, me nourrissent et nourrissent ma pratique. Mais complètement, c'est une... il m'apporte une expertise phénoménale. Je suis riche de cette expérience, mais ça n'a pas de nom, quoi. Je trouverais judicieux que l'on puisse créer des stages à l'hôpital, voyez-vous. Des stages de jeunes sophrologues à l'école et qui viennent avec des gens qui sont déjà en poste à l'hôpital, qui viennent voir ce qu'est la pratique d'une sophrologue hospitalière. On doit en arriver là. Je pense que c'est fait dans tous les cursus, n'est-ce pas? Voilà, donc pour moi c'est indispensable, par exemple, voyez-vous. Et puis comment prendre en charge un patient qui est complètement handicapé, qui est perfusé, qui est addict et complètement shooté par les médicaments. C'est quand même... Voilà. Véronique veut parler peut-être, non? Non. Donc, je te voyais... D'accord. Donc en fait, oui, mais prenez le micro hein, si vous voulez parler. En fait, ce que vous voulez dire, si j'entends bien, c'est que on est au 10e congrès, hein, donc la sophrologie, elle n'est pas toute neuve, même si c'est une pratique assez récente, mais que vous vous dites qu'il faut encore réfléchir aux formations, on peut encore améliorer, progresser et voir en termes même de formation, il y a plein de ce qu'on choses à peut faire pour progresser encore et pour intégrer les sophrologues. Énorme. Ouais. En l'occurrence, là, à l'hôpital. Oui, docteur. Il y a un angle d'attaque qui me semble important quand on veut intégrer un milieu. C'est déjà
d'expliquer aux personnes avec lesquelles on va travailler avant de s'intéresser à tel ou tel type de pathologie ou de public. C'est de s'intéresser aux personnes qui travaillent à cet endroit-là. Un hôpital, il y a des personnes qui travaillent, qui souffrent, qui sont stressées par leur métier, par leur pratique, par leurs expériences. Si vous voulez les convaincre du bien fondé de la sophrologie dans l'hôpital, il faut déjà leur apporter quelque chose à eux. Ça, c'est primordial. Donc, déjà, commencez à vous faire connaître par les professionnels de santé, qu'ils ressentent les bienfaits eux-mêmes de ce qu'est une séance de sophrologie, de ce que c'est. Voilà, parce que pour nous, c'est complètement abscon. Voilà, est-ce que c'est pas quelque chose de sectaire? Alors pareil, ne jetez rien, mais que voilà, on n'est pas dans une secte. Donc c'est par l'expérimentation, comme souvent, qu'on peut se convaincre du bienfait. Évidemment, si on l'expérimente sur soi, c'est tout. Et Natacha a eu cette démarche, c'est-à-dire qu'elle a commencé par aborder le personnel au cours de séances de sophrologie, et après, elle a pu travailler avec les patients, non seulement les patients de la consultation douleur, mais les patients du service d'addictologie. Et puis, voilà, c'est que personne n'en veut, mais quand on voit que ça marche, tout le monde dit, nous, on n'a pas notre sophro, quoi. C'est ça. Ma sophro. Alors, les rhumatos la veulent, les cancéros la veulent. Et l'expérimentation personnelle remplace le manque de données scientifiques pour l'instant, ou de tests qui ne vont pas être possibles dans cette pratique. Natacha, oui, et puis après, je vais appeler quelqu'un d'autre. Vous êtes là? Allez-y. Oui, pour aller dans ce sens, disait Véronique, alors, sans être mercantile, mais c'est quand même important ce que je vais dire, savoir se vendre. Eh oui, qu'on veuille ou pas, sans être mercantile. Il y a Alain Zully, il n'est pas du tout d'accord. Si on reste dans les temps, on pourra faire un échange avec la salle, d'accord ? Juste une chose, créer le besoin chez le médecin. Identifier ses besoins, voilà, ça c'est ce que j'ai su faire pendant 25 ans. Et c'est comme ça que j'ai créé cette passerelle qui lui permet de comprendre en quoi la sophrologie pouvait lui être utile par rapport à ses patients. C'est ce dont parlait Véronique tout à l'heure. Identifier ses besoins, ce qui n'est pas tout à fait pareil que créer ses besoins. Pardon. C'est comme ça. Identifier. C'est pas pareil. Identifier les besoins, et ça c'est quelque chose qu'on va entendre dans toutes les tables rondes. Identifier les besoins absolument. De la personne qui est en face de vous, que ce soit dans l'entreprise, dans le sport ou à l'hôpital. Ouais. Donc être à l'écoute. Oui. Pas seulement du patient, mais évidemment de tous les gens. C'est évident. C'est évident, mais. Enfin, c'est pas simple, mais c'est pas simple. Ça vaut d'être redit, je pense. Alors dans le micro. C'est ce que vous disiez, patient. La première chose qu'ils sont venus, en tout cas qu'ils disent avoir trouvé dans cette consultation, c'est d'avoir été entendus. Entendus. Dans tout ce que ça comporte comme sens. Ben ça, je le comprends bien de la part du patient, parce qu'on l'a déjà dit, mais ce que vous dites aussi, c'est que le personnel soignant aussi a besoin d'être entendu. Et donc, ce que dit Natacha, c'est écouter les besoins des gens qui vont avoir recours à vos services. Pas seulement le patient, je veux dire aussi, que ce soit le DRH d'une entreprise, le DRH d'un hôpital, l'entraîneur de sport, ça on va en parler dans les jours qui viennent. Le DRH de l'hôpital m'a demandé de prouver, comment vous allez pouvoir prouver l'intérêt de l'embauche que je fais, parce que moi ce que je veux, c'est financièrement diminuer le coût de mes traitements. Oui, moi je veux un retour sur investissement, ça s'appelle. Oui, bien sûr, allez-y. Et puis après, je vais appeler Marie-Claire Boutors. Pardon, je voulais juste rajouter en ce qui concerne Jean-Michel. Donc Jean-Michel est un prestataire externe, d'accord, sur le Colmar, Mulhouse et Strasbourg. Il est prestataire externe, c'est juste pour tracer un autre schéma. Il a fait sa place, lui aussi il vient du monde pharmaceutique scientifique. Et suite à cet accompagnement et le résultat, il y a eu une demande pour le personnel. Donc il y a eu des séances de sophrologie pour le personnel et il met en place aussi une formation pour le personnel infirmier avec des techniques simples de sophrologie qu'elles-mêmes elles pourront adresser au moment de la ponction en hémodialyse. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Non, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ce que vous dites tout à propos des sophrologues, c'est qu'il faut savoir faire preuve d'imagination et de créativité pour développer son métier, mais c'est aussi ce que dit, et j'aimerais que vous veniez me rejoindre, Marie-Claire Boutors, s'il vous plaît. Où êtes-vous? Venez nous rejoindre. Ah, super.
C'est juste en face de moi. Natacha va vous prêter le micro. Marie-Claire, je vous ai fait venir un tout petit peu après les autres, déjà parce qu'on a une équipe là, vous avez ma sophrologue, mon médecin, ma psychologue. Pour ça, vous avez un temps pour vous, vous avez de l'espace pour vous. Donc vous êtes sophrologue depuis 30 ans, vous êtes directrice de l'école de sophrologie du Nord-Est, qui est à Reims, et vous avez travaillé avec des orthophonistes. Et il n'est pas tellement fréquent de trouver des associations sophrologues orthophonistes, et pourtant, vous avez trouvé votre place et vous avez répondu à des besoins. Exactement. Il a fallu faire preuve d'imagination et de créativité. Oui, je crois qu'il faut oser. Il y a un retour. Oui, voilà, c'est pour nous, c'est pas très confortable ici, ça est un petit retour. Mais vous nous entendez toujours bien dans la salle? Ok, c'est bien. Donc en fait, oui, moi j'avais pas eu l'idée, comme je suis aussi infirmière de profession, mariée à un médecin, ça aide un peu pour aller dans le domaine médical. Et je suis tout à fait d'accord pour dire, et je le dis souvent à mes élèves, commencez d'abord par votre talent. Vous êtes sophrologue, mais vous avez des talents naturels. Vous avez peut-être une profession avant. Donc, commencez par faire la sophrologie en vous appuyant sur vos talents personnels avant d'aller tout azimut. Si vous voulez. Parce que parfois, et vous avez tout à fait raison, il faut spécialiser la sophrologie. On ne peut pas être bonne dans le milieu médical, en entreprise, je ne sais pas, enfin dans... Avec des danseurs, des sportifs, etc. Voilà, etc. avec les sportifs, avec les enfants, avec les adolescents, avec les personnes âgées. Et moi, quand je vois des cartes de visite où il y a tout ça, il y a accueil, enfin même pas accueil, hein. Je dis un mot que j'aime pas, mais gestion du stress. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. Je lis ça. Enfin, gestion du stress, entreprise, communication, sommeil, enfants, personnes âgées, adolescents. Vous avez tout ça, ça fait un petit peu peur, en effet, aux médecins ou aux personnes qui... Et vous dites, ça fait un peu drugstore. Oui, ça fait drugstore. Ça fait un petit peu drugstore. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec les orthophonistes? Parce que comment, comme ça spontanément, on se peut dire, mais qu'est-ce qu'une sophrologue peut apporter à une orthophoniste ou aux patients d'une orthophoniste? En fait, j'ai eu par hasard une orthophoniste qui m'a contactée parce que moi, je me suis toujours présentée comme sophrologue, point barre. Voilà, je suis sophrologue et elle m'a contactée pour savoir un peu ce qu'était la sophrologie. Donc on a discuté, il s'avérait qu'elle avait des enfants stressés. En effet, quand j'ai vu un enfant écrire, elle m'a montré, elle m'a dit voilà, regarde, elle m'a fait venir dans son cabinet, on a discuté, et puis quand elle m'a montré la torture pour un enfant de tenir un crayon et d'écrire, c'était vraiment douloureux à voir. Il y avait tout le corps qui était crispé, la main crispée sur le crayon, la tête tordue, la langue sortie, tout le corps était en mouvement pour un résultat en plus illisible. Et c'est vrai que je me suis dit, bah oui, mais là, oui, en effet, la sophrologie peut faire quelque chose, rendre de la fluidité au corps. En effet, je me rendais compte qu'il y avait un dysfonctionnement au niveau du schéma corporel, une disharmonie plutôt, au niveau du schéma corporel. Que vous retrouvez chez les enfants donc dyspraxiques, dyslexiques, chez beaucoup d'enfants 10. Alors voilà. Et depuis quelques années, c'est vrai, bon, je pense que les neurosciences ayant fait beaucoup de progrès, on détecte plus vite aussi tous les 10, mais en effet, on a voyé des dyslexies, dyspraxies, dysorthographies, énormément de 10, où il y avait cette disharmonie du schéma corporel. Et en sophrologie, c'est vrai qu'on a des exercices qui s'adaptent très bien pour rendre de la fluidité et pour faire une meilleure intégration, un ressenti vécu du schéma corporel. Et elle ne connaissait pas. Et en plus, il y avait moins de stress. Les enfants étaient moins stressés. Donc c'était intéressant. Mais alors, vous me disiez aussi que... En discutant avec elle, je me suis rendu compte que quand on parlait du schéma corporel, on ne parlait pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire que pour nous, le schéma corporel, c'est l'image qu'on se fait, la représentation de notre corps. Et elle me parlait plutôt de la main préférentielle. Et en fait, je me suis dit, mais de quoi elle me parle? Parce qu'elle était toujours en train de me parler de la main préférentielle ou ça. Et j'ai compris qu'elle me parlait de latéralité et de latéralisation.
Parce qu'en fait, tous ces enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage, qui sont quand même, je dirais, très douloureux, hein, parce qu'après, il y a aussi des répercussions secondaires psychologiques et des désociabilisations, enfin, il y a des choses très, très douloureuses. Ces enfants avaient une mauvaise latéralisation. Alors, la latéralisation, c'est un processus dynamique qui va permettre à l'enfant de choisir une main plutôt la gauche, plutôt la droite, voilà, une main préférentielle. Mais pas que la main, hein, parce que ça s'adresse aussi aux pieds, ça s'adresse aussi à l'œil, ça s'adresse aussi à l'oreille. Et donc, je me suis rendu compte qu'en sophrologie, et puis on avait discuté, oui, c'est comme ça que c'était venu, on avait discuté que les enfants qu'elle rencontrait avaient fait très peu de 4 pattes. Et ça, c'était très amusant. Donc, quand on fait des enquêtes, elle me dit oui, moi j'ai beaucoup d'enfants, on dit, j'ai remarqué, ils n'ont pas fait de 4 pattes. Vous savez, bon, je ne vais pas faire du 4 pattes, hein, quoi que ça me gêne. On voit de quoi il est question. Quand on fait du 4 pattes, on met une main en avant et puis l'autre pied en arrière. Enfin, voilà, on fonctionne comme ça. Oui, on ne marche pas à l'amble comme les chameaux quand on voilà, a 4 pattes, exactement. quand on a un petit enfant. Sinon, on tombe. Voilà. Et alors, je me suis dit, mais c'est intéressant ce qu'elle me dit. Donc, il n'y aurait pas eu assez de croisement entre hémisphère gauche et hémisphère droit. En fait, dans les apprentissages, il y a les 2 hémisphères qui fonctionnent toujours ensemble. Il y en a un qui prédomine, mais l'autre fait aussi une autre action et ils communiquent tout le temps ensemble. Et c'est très amusant parce que là, je me suis mis à observer vraiment beaucoup les enfants, mais aussi les adolescents. Et moi, j'ai beaucoup d'adolescents qui passent devant chez moi parce que voilà, je suis devant un lycée. Et je vais vous montrer ce que j'ai vu. Je peux le faire ? Oui, voilà. Oui, d'accord, allez-y. C'est pas 4 pattes. Je vais vous montrer les adolescents qui partent à l'école avec leur sac à dos. Bon, je n'ai pas de sac à dos, hein. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il faut fonctionner tantôt le côté droit, tantôt le côté gauche. Mais il n'y a pas de lien entre gauche-droite. Oui, c'est un peu chameau, voilà. Pour le coup. Alors, comme j'avais des enfants, enfin, j'avais une fille adolescente, un peu coopérative, je lui ai dit, bon, tu vas voir avec moi, puis des copines, elle m'a ramené des copines, tout ça, et je voudrais que vous alliez de la maison jusqu'au lycée, mais en balançant les bras. Donc, en fait, ça fait ça. Ah, j'imagine. Ah, j'ai peur. Ah bon, non, d'accord. Ah oui, ils n'ont quand même pas fait... D'accord. Et je les ai filmés. Et vous les avez filmés. Ouais. Et on voit quand même au niveau du corps. Oui, non, il faut vous rasseoir et prendre le micro, sinon ça va pas marcher. Parce qu'il a un fil. Et en fait, j'ai vu qu'au niveau du corps, même vous l'avez vu, hein, il y avait une certaine rigidité quand on fonctionne que d'un côté plutôt que tout ensemble. Voilà. Donc, en sophrologie, on n'a pas beaucoup de mouvements avec cette synchronisation gauche-droite. Il n'y en a pas beaucoup. C'est là que je voulais vous faire arriver. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi, je suis bavarde, je vous en prie, mais le temps passe. Non, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a parlé d'agilité, de créativité, d'inventivité dans la façon de percevoir son métier de sophrologue, selon le domaine dans lequel on a envie d'exercer. Mais ce qui s'est passé avec votre expérience au sein d'un monde d'orthophonie, c'est que vous avez été amené à inventer ou à créer des exercices à rechercher en fonction des besoins qui étaient nécessaires, même si vous respectez les protocoles de la sophrologie, on est bien d'accord. Ah oui, oui, de toute façon, c'est toujours avec un ressenti intérieur, c'est toujours avec une sophronisation, mais si vous voulez, au lieu de faire fonctionner peut-être, tout un côté, là, j'ai fait fonctionner, quand je fais... voilà, comme ça. C'était plutôt comme ça. Oui. C'était plutôt côté gauche. En opposition gauche-droite, donc les symétries, les asymétries, pour développer la latéralisation. Voilà, exactement. Donc vous avez inventé des exercices en fonction des besoins qui étaient exprimés. Oui, oui, oui. Donc il fallait croiser les exercices, puisque dans le cerveau, vous savez que l'hémisphère droit, il commande tout le côté gauche, et puis l'hémisphère gauche, tout le côté droit. Alors, il fallait les faire fonctionner ensemble. Alors là, en l'occurrence, vous avez utilisé vos ados comme objet d'observation, les ados, les vôtres et ceux qui passaient dans la rue. Non, mais tout votre message, en fait, c'est pour dire, quand vous dites aux jeunes sophrologues, utilisez vos talents,
Oui. reposez-vous sur vos domaines de compétences. Oui. Vous voulez dire soyez malin, Oui. soyez ingénieux. Oui. Et croisez aussi vos compétences, hein, gauche-droite, mais aussi ce que vous avez appris dans votre ancienne vie et ce que vous découvrez dans votre nouvelle vie de sophrologue. Exactement. Ne vous fermez aucun domaine. Oui, mais si vous voulez, je crois qu'il faut déjà avoir une bonne connaissance de base. Parce que c'est pas créer quelque chose d'original qui s'est jamais fait. C'est vraiment garder toujours cet objectif d'intégration du schéma corporel qui est une référence pour nous, pour le schéma existentiel, qui est aussi le début de la conscience. Et c'est cette harmonie qu'il faut garder. Donc, en effet, j'ai recherché et j'ai trouvé un livre que je vais vous montrer parce qu'il est très très bien, qui m'a beaucoup inspiré. Je peux le montrer ? Bah oui, vous l'avez amené. Vous voyez rien ? Ah bah alors donnez-le-moi, parce que c'est aussi mon métier de présenter des livres. Alors, en général j'ai des gros plans, mais... Vous voulez que je vous le donne ? Mais non, mais ne demandez pas, regardez, je vais dire le mouvement clé de l'apprentissage, Brain Gym, et en dessous il y a écrit kinésiologie éducative. Denison, il faut donner le nom des auteurs parce qu'il y a pas mal Paul de livres. Denison et Gail Denison. Voilà. Et c'est vraiment intéressant, le brain gym, la gymnastique du cerveau. Vous allez avoir des exercices croisés qui vont vous inspirer et qui, pratiqués dans le niveau sophroliminal, sont vraiment pertinents. Donc, mais il faut montrer l'image parce qu'il y en a beaucoup et c'est vraiment l'image en miroir de petits bonhommes. C'est le meilleur. Alors, je le mets là pour l'instant et tout à l'heure, vous pourrez religieusement passer par ici pour regarder. Non, mais on peut vous trouver aussi, Marie-Claire, au Village des Exposants, au Forum. Donc, vous pourrez exposer le livre. Comme ça, vous pourrez bien le repérer, le prendre en photo pour avoir des notes. Merci beaucoup à toutes les quatre. Vous restez là. Alors, j'ai une chose à vous proposer. C'est soit pause, soit question. Et comme on n'a pas beaucoup de temps pour la pause, autant que vous posiez vos questions. Ça vous va ? Vous avez le choix. Non, c'est comme vous voulez. Mais j'ai pas d'applaudimètre, alors... Là, ça va ? Ouais. Bon, on va allumer la salle. Ceux qui ont vraiment besoin d'aller se laver les mains ou se repoudrer le nez, allez-y. Si vous voulez poser des questions, les autres, allons-y. Ils sont où les micros ? Ah, ils sont là. Alors, allez-y. Par contre, faites-moi des grands gestes, sinon je ne vous vois pas. Oui ? Oui. Alors. Ah, ici. Madame, levez-vous, n'hésitez pas bien qu'on vous voit et qu'on vous entende bien aussi. Je voudrais juste... alors d'abord, je remercie tous les participants de cet après-midi. Vous nous avez fait part de votre expérience, de vos émotions, et j'ai beaucoup apprécié. Je voudrais juste vous apporter... je n'ai pas de questions à vous poser, je voudrais simplement vous dire, par rapport aux méthodes scientifiques, que Natalia Caicedo, donc la fille du père de la sophrologie, vient de sortir un petit fascicule qui s'appelle Science et sophrologie et qui explique comment pour elle et avec d'autres médecins et professeurs, elle a fait une démarche pour faire reconnaître la sophrologie comme une méthode scientifique. Donc elle parle de la méthode scientifique qui s'adresse, la recherche plutôt des sciences sociales. Et elle associe avec cette recherche des sciences sociales des méthodes de statistiques par rapport à des ouvrages et des choses comme tu as expliqué, Monique, tout à l'heure. C'est un petit fascicule qui est sorti donc en octobre et qui est trouvable, à mon avis, sur le site de Sophrocaille. Voilà, c'était juste une information. Merci pour l'information. Merci. C'est un endroit où on échange des informations. Est-ce qu'il y a une autre... Et ceux qui s'en vont, vous revenez à 7h28, hein, parce qu'à 16h30, on passe à la dernière conférence et c'est notre grand témoin. Alors, il y a une question... Une question ici. Oui, ici. Oui, juste ici. Je sais pas. Il y en a un autre. Il y a un autre ici ? Ici, là. Ici en haut. Ah oui, d'accord. Alors, allez-y, vous avez le micro, allez-y, et je vous donne la parole après, monsieur. Je vois pas très bien. Allez-y là-haut. Voilà, je suis Dominique Retz-Fournier, sophrologue, et je voudrais rebondir sur le témoignage de la
consultation pluridisciplinaire de cet hôpital. Moi, je suis depuis 8 ans sophrologue dans un hôpital qui est à 120 km de chez vous. Et j'ai mis 5 ans pour faire rentrer la sophrologie dans cet hôpital. Pourtant, je suis infirmière à la base. Donc, je voudrais dire qu'il ne faut jamais lâcher le morceau. Moi, j'ai la réputation d'être patiente et persévérante. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à faire passer ce qui nous anime comme sophrologue. Et tout à l'heure, le docteur Tourneau, vous avez parlé des aspects, bien sûr, douloureux, mais sociaux, psychologiques, etc. Moi, comme sophrologue, je voudrais vraiment évoquer le côté existentiel de notre fonction. Natacha, tu as parlé du parcours des patients et de nos patients qui arrivent parfois après 30 ans, en tout cas pour ce qui me concerne, d'un parcours douloureux, difficile, un parcours que je résumerai, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comme indigne. Et je crois que la sophrologie, elle a sa place dans cette articulation-là, c'est-à-dire comment, quand on vous a dit qu'il fallait vivre avec un truc qui est juste invivable, la sophrologie va pouvoir apprendre. Comment apprendre à vivre avec ce truc qui vous bouffe la vie, qui vous couche et qui vous rend indigne finalement. Donc comment redonner de la dignité et de la verticalité à nos patients. Et je crois que là, on a vraiment une carte à jouer. Merci. Merci à vous. Vous donnez du sens à votre métier et ça rejoint ce que dit Natacha. Je suis à ma place dans cet hôpital et ça a du sens pour moi que d'être là, même si c'est pas tous les jours facile.